Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli... Je gagnais beaucoup d'argent et j'ai vécu comme j'ai voulu. Et j'étais libre, libre comme l'air. Et je disais merde à tout le monde. Parce que dans cette affaire, tout tient, en fait, le nœud de l'affaire, c'est un corbeau. Cécile est en 5e. À 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée. Ses parents travaillent plus tôt. C'est pas de l'intrépidité, c'était du courage. Parce que l'intrépidité, c'est la connerie. C'est, allez, on charge. On y va, la castagne. Le courage, c'est de vaincre sa peur. Voilà. Après la mort de son fils, Christine Villemain est la cible d'accusations mensongères. Elle se retrouve mise en examen, risque les assises, mais le dossier passe devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon. Son président, Maurice Simon, a des soucis de santé et doit prochainement partir en retraite. Mais il prescrit un supplément d'information qu'il se charge d'instruire lui-même, repoussant sa retraite. Il consigne dans des cahiers ses impressions, ses émotions. Patricia Touranchot, l'auteure de cette série, a pu lire intégralement les passages que cette sorte de journal intime consacre à l'affaire Grégory. C'est vraiment l'affaire de ma carrière. Difficile, humainement tragique, génératrice de passions exacerbées. Écrit pour commencer le magistrat de 64 ans au cœur fragile. Terminer sur une telle affaire doit me conduire à découvrir enfin la vérité, tellement combattue par l'univers médiatique qui a brouillé tant de pistes, emporté et manipulé comme un fétu de paille le jeune juge d'instruction Lambert, croyant être devenu une vedette. J'ai en face de moi l'une des plus grandes énigmes de notre époque et qui entrera dans l'histoire judiciaire. À moi de la dénouer. Dimanche 19 juillet 1987. Maurice Simon se préoccupe de l'interrogatoire prévu le lendemain de Christine Villemain, dont tous les experts disent qu'il émane d'elle une séduction de nature inexplicable. Mais après l'audition, il s'avoue déçu par cette jeune femme sans relief particulier, modestement vêtue, qui répond avec simplicité, sans jamais hésiter, sans jamais chercher ses mots. Durcie par 3 ans de mauvais traitements, elle montre à peine l'ombre d'une émotion lorsque, forcément, se trouve évoquée la mort de son enfant. « Je m'attendais à une impression plus forte », dit le président Simon. Perplexe, il se demande si elle est finalement banale, ou bien si elle maîtrise à la perfection le récit des faits. Face à son aisance et à ses propos, Simon est tenté de la croire absolument sincère, victime d'une méprise abominable, mais il se méfie de cette femme rompue depuis 1984 aux mêmes questions. « Il faut vraiment, écrit-il, s'abstraire de 2 choses, une crédulité trop facile et tentante, et un dossier qui ressemble à un montage. Lui-même est déjà obsédé par cet enfant mort. Réveillé au petit matin, note-t-il le 23 septembre 1987, j'écris un poème sur le petit Grégory. Il est marqué de ma solitude. Une semaine plus tard, le magistrat d'apparence stricte, dans l'exercice de sa profession, couve une angine et dévoile son spleen. « Je vois toute chose à travers les pensées de mon âme et de mon cœur, écrit-il. Je suis envahi de tristesse, hanté par ce petit Grégory que je me suis pris à aimer de toutes mes forces et pour qui je me bats. » À la veille d'une semaine de reconstitution, Simon prépare ses fiches techniques et rassure une proche sur sa sécurité. S'il y a un risque d'attentat dans cette affaire, il concerne Jean-Marie Villemain, qui sera une cible exposée. On peut vouloir se venger sur lui de l'assassinat de Bernard Laroche. On peut tout aussi bien, et c'est ce que je redoute le plus, vouloir l'abattre avant son procès pour que ce procès n'ait pas lieu. Car l'audience fera apparaître le rôle détestable de Jean Kerr, journaliste à Paris Match, et celui combien plus gênant de l'avocat Welzer, l'un des avocats de Bernard Laroche, député socialiste de Meurthe-et-Moselle et qui a livré, c'est établi, des pièces du dossier au journaliste Jean Kerr, qui les a enregistrées pendant 4 heures et fait entendre ensuite aux époux Jean-Marie Villemain, agissant ainsi comme véritable pousse au crime de Laroche. Cela fera un beau scandale. Le 9 février 1988, un alibi de Laroche tombe et Simon s'exclame sur papier
Décidément, tout s'effondre et confond la roche, et sans doute Michel Villemain, le haineux, l'anti-Christine, l'anti-Jean-Marie. Il travaille sans relâche pendant des mois, puis, épuisé, interroge une fois de plus les parents de la victime le 10 juin, et s'étonne lui-même de sa propre présence intellectuelle intacte dans cette affaire. « Je crois, écrit-il, que je l'ai dans les tripes. Cela lève toute fatigue. » Depuis 1 an maintenant, épaulé par son efficace greffière, le président Simon arpente les champs trempés du côté de la Vologne, sillonne les Vosges pour entendre des témoins, chronomètre des trajets, dort dans des hôtels, constitue un répertoire alphabétique, exhume des courriers jamais exploités, des cassettes de voix anonymes, des vieux scellés en vrac. Il déjeune parfois aux messes du peloton de gendarmerie de haute montagne, au flunch de Dijon, ou dîne avec sa greffière Édith Gaudin d'un plat de choucroute lors de ses pérégrinations. Le mercredi 20 juillet 1988, il célèbre discrètement avec sa collaboratrice exemplaire l'anniversaire du premier face-à-face avec Christine Villemain. La greffière a apporté une petite bouteille de champagne. Le vieux sage paraît à son tour céder aux sirènes de la renommée. Quelle aventure professionnelle et humaine pendant ces 365 jours, au cœur même de l'une des affaires les plus retentissantes du siècle. Lui qui, ancien juge d'instruction, espérait se faire un nom, dit comprendre aujourd'hui à quel point c'est redoutable. Mais l'adventura, c'est l'adventura, ajoute-t-il. Il faut savoir vivre dangereusement. Le soir du 31 juillet, avant de s'endormir, Simon écrit « Je clos ce 14e cahier qui est parmi les plus importants. Il paraît certain que Bernard Laroche a bien enlevé le petit Grégory Villemain. Il me reste à trouver, et ce n'est pas la moindre des choses, qui a tué ce superbe enfant. » Le président Simon s'énerve contre son prédécesseur. On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes, les dissimulations de preuves, ou le désordre intellectuel, et peut-être simplement matériel, du juge Lambert. Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur. Il entendra le petit juge le 6 février 1989, mais en sortira vanné et très déçu par ses trous de mémoire. Mince, ongles rongés, filandreux, il ne se rappelle de rien et rien de sympathique n'émane de lui. Il croit sans y croire à la culpabilité de Christine Villemain. Il n'est pas solide, pas fiable. Il relit les procès-verbaux jusqu'à l'épuisement, comme il l'écrit à son fils le 27 février 1989. Toujours la même exégèse du dossier, attentive, passionnée, car nom d'un chien, la vérité doit bien se tapir à l'intérieur de tout cet amas de dépositions. Mais le 19 avril 1989, l'audition inédite de la tante Louisette, qui a accueilli le soir du crime à la fois Bernard Laroche et sa jeune belle-sœur Muriel Boll, lui remet du baume au cœur, car elle révèle que la petite lui a confessé, en pleurant beaucoup, beaucoup, avoir participé avec Bernard à l'enlèvement de Grégory. Ce qu'elle dit cadre mot pour mot avec ce que Muriel avait dit aux gendarmes les 2 et 3 novembre 1984. Et c'est ce qui confère une force extraordinaire à la déposition de cette femme simplette sans doute, mais consciente, dotée de mémoire, d'astuce et de sens de la répartie. Le 25 juin 1989, 4 jours après l'audition de Muriel Boll, lui parvient une lettre de menace de mort postée du Mans à l'encontre de son fils et de ses petits-enfants. Si le magistrat persiste dans ses investigations, il sera abattu. Pas question de céder au chantage, mais une protection discrète sur sa famille se met en place. Le 20 juillet 1989, au bout de 2 ans d'investigation, Maurice Simon, tout comme sa greffière, cerne mieux les suspects de ce crime et reprend espoir. Grâce à l'étude minutieuse des paroles fielleuses des corbeaux et au questionnement de moult protagonistes de l'histoire, le magistrat a percé à jour des secrets de famille sur des adultères, des bâtards, des jalousies et des haines qui peuvent constituer le mobile du crime contre Grégory. Mais les obstacles jalonnent son chemin. Ainsi, à la rentrée de 1989, le chroniqueur judiciaire de la 5, Paul Lefebvre, l'interviewe sur la réforme du secret de l'instruction et se hasarde à poser quelques questions sur Grégory. Or, ces brefs moments de trouble et de silence du président Simon qui confie se sentir un devoir personnel en mémoire de l'enfant assassiné
passe en ouverture du JT. Et ces deux semi-aveux résonnent comme l'annonce du dénouement. L'affaire ne se terminera sûrement pas sans rebondissement et on peut considérer qu'elle implique un ou des personnages. Maître Pron et Welser, les défenseurs de Muriel Boll et Marie-Ange Laroche, fustigent dans un communiqué ce magistrat qui a disjoncté. Ils ne vont plus le lâcher. Sa hiérarchie le lâche en lui infligeant un blâme pour l'interview à la 5. Il encaisse, avec amertume, le 13 septembre 1989. « J'ai 66 ans et on me traite comme un deuxième classe après m'avoir obligé à découdre mon hermine de président. » Il entend aller jusqu'au bout et ne céder à rien, ni à personne. Même s'il commence à croire les paroles du patron d'une filature, cette affaire est hantée. Il en démasque les dessous. Tout me paraît clair, écrit-il le 18 septembre. La police judiciaire a reçu l'ordre de saboter l'affaire, de faire inculper Christine Villemain et de la faire passer pour folle. Le 19 octobre, lors d'une énième audition des parents de Grégory, le magistrat fustige les procédés de certains policiers et s'avoue convaincu que cette affaire a été montée de toutes pièces contre une femme pour le triomphe de la police sur la gendarmerie. Les gendarmes ont en effet été dessaisis par le juge Lambert au profit de la PJ de Nancy et du chef de sa section crime, le commissaire Corazzi. Le commissaire Jacques Corazzi a beaucoup pesé avec l'influent correspondant local de 9 médias nationaux Jean-Michel Bézina et avec l'avocat Gérard Welser pour mettre en cause Christine Villemain lorsque les gendarmes avaient la responsabilité de l'enquête. Autour d'un couscous, ils se sont entendus afin d'innocenter Bernard Laroche et faire en sorte que Christine Villemain apparaisse comme suspecte. Le lendemain, après une journée épuisante, Maurice Simon déprime. Il y a forcément une faille dans ce dossier, mais suis-je sûr de la déceler véritablement? Il ne met pas de point d'interrogation sur ce doute et poursuit. Et il y a face à tout cela la presse, l'opinion, les manœuvres retardatrices de certains avocats, les jalousies de certains, les mesquineries de quelques autres, les coups fourrés portés dans l'ombre. Je prie, souvent, je réfléchis sans cesse, je lis et relis des documents dans l'espoir de trouver la bonne route. Jamais la vie ne m'a paru aussi grave. Hélas, de plus en plus isolé et malade, Maurice Simon se confie en privé à Jean-Paul Pradier du Nouveau Détective, qu'il enregistre à son insu et publie le 26 octobre 1989 une prétendue interview reprise partout. Si elle n'est pas coupable, ce qu'a enduré Christine Villemain est effroyable, j'y pense tout le temps, dit le magistrat. Les avocats de Muriel Boll et Marie-Ange Laroche se rendent illico à la chancellerie. Il faut arrêter Simon. Sa hiérarchie l'abandonne. L'attelage est rompu, déplore alors Simon, trahi, diminué, les mains fébriles et les joues creuses. Cette fois, il se sait vaincu. Il n'a pas réussi à débusquer le tueur de l'enfant. Il refuse une hospitalisation au service de cardiologie préconisée par son médecin pour qu'on ne croie pas à une dérobade. Le jeudi 25 janvier 1990, il écrit dans le cahier numéro 18 ces derniers mots. « Toujours aucun signe de vie du premier président ni du procureur général. Cela s'appelle le soutien de la hiérarchie. » Finalement victime d'un infarctus le 28 janvier 1990, le président Simon, cette belle machine intellectuelle, ressort du coma 2 jours plus tard. Complètement amnésique. Il a perdu la mémoire. Oublié les 200 auditions. Envolé les 19 000 pages accumulées sur le meurtre de Grégory. La jeune reporter d'Europe 1, Laurence Lacour, devient alors sa compagne. Elle tente de lui réapprendre les bases de cette histoire. À tour de rôle, ils lisent à haute voix les pages de ses carnets personnels pour essayer de les réimprimer dans son cerveau. Mais le jour où Maurice Simon lui demande « Mais où est enterré ce petit garçon dont tu me parles si souvent ?» Elle comprend que c'est foutu. Contraint de se dessaisir au bout de 8 mois, le président Simon passe le relais à Jean-Paul Martin, qui prononcera un non-lieu à l'égard de Christine Villemain le 3 février 1993. Laurence Lacour organisera alors un rendez-vous à Paris entre les Villemain réhabilités et le président Simon, noyé désormais dans son costume gris. Christine Villemain lui offre une montre, en souvenir de celle qu'il posait sur son bureau pour connaître la durée de ses interrogatoires. Ils ont duré plus de 180 heures au total.
vous nous avez sauvé la vie, dit-elle en lui prenant les mains en larmes. Les parents de Grégory reverront une fois à Dijon le vieux magistrat, puis le 23 février 1993, sentant la mort de son compagnon approcher, Laurence Lacour les appelle. Jean-Marie Villemain fonce alors dans la nuit de l'Essonne jusqu'en Bourgogne. Arrivé trop tard, il se penche sur la dépouille du président Simon et glisse dans la poche gauche de son costume, juste contre son cœur, une photo de Grégory.